Cette section du cours se compose de deux parties. La première partie sera consacrée à l'étude du processus de la communication interne dans l'entreprise. Essayons de comprendre de plus près ce processus de la communication interne. Pour l'occasion, je vous propose cette définition. Je cite, la communication est l'ensemble des processus physiques et psychologiques par lesquels s'effectue l'opération de mise en relation d'une ou de plusieurs personnes qu'on appelle émetteurs avec une ou de plusieurs personnes qu'on appelle récepteurs en vue d'atteindre certains objectifs. Et donc, un ensemble de processus physiques. Alors, physique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la gestuelle, c'est les actions appliquées pour transmettre un message, c'est les étapes qu'on doit suivre pour transmettre un ou voir des messages. Exemple, le protocole à respecter pour effectuer un appel téléphonique ou le protocole à respecter pour envoyer un message ou bien faire un envoi de masse, etc. Donc, tout ceci font partie du processus physique. On peut ajouter à cela la posture de l'émetteur ou de récepteur, voire le profil même de l'émetteur et du récepteur. Donc, tout ceci font partie des processus physiques. Un ensemble de processus psychologiques. Alors ici, nous faisons référence au code commun à tout le monde, aux standards internationaux, par exemple, comme le code de la route, le signe des trois couleurs, le langage des surmuets, le langage des signes. En fait, ce sont des codes qui sont compris et connus soit par une catégorie de personnes ou bien soit par des spécialistes, voire de tout le monde. Quand il s'agit par exemple du code de la route. Ensuite, nous avons le son. En effet, le son véhicule un sens, véhicule un message. Le son fait agir une personne, par exemple, à travers le temps qu'on va utiliser pour discuter avec une personne. Donc, à travers notre temps qu'on va utiliser, on va pouvoir envoyer un message à tel ou tel individu. Et donc, le son, on va dire qu'il véhicule un message. Par exemple, on peut associer une musique à un message. On peut associer une musique à un message écrit. Dans cette situation, la musique va pouvoir véhiculer un message à la personne qui va l'écouter. Ensuite, nous avons l'image. L'image aussi, l'image, comme on dit, l'image parle d'elle-même et l'image surtout, elle marque les esprits plus que les paroles. Donc, il faut faire aussi attention aux images à utiliser dans tel ou tel message qu'on souhaite transmettre ou bien envoyer à une ou telle personne. Ensuite, ces processus par lesquels on va s'effectuer l'opération de mise en relation d'une ou de plusieurs personnes, l'émetteur. Donc ici, nous comprenons que c'est l'émetteur qui va envoyer, qui va transmettre le message à qui? À un ensemble de personnes ou bien à une personne qu'on appelle récepteur. Donc c'est le récepteur qui va recevoir le message. Et pourquoi? En vue d'atteindre certains objectifs. Alors ces objectifs, on les appelle dans le monde de l'entreprise les objectifs de la communication. Donc chaque communication a des objectifs. Donc nous ne pouvons pas réaliser une communication sans au préalable avoir défini des objectifs, dits objectifs de communication. Passons maintenant à l'analyse de ce processus de communication. Je vous propose ce schéma qui a été développé par trois chercheurs, à savoir Van Neumann, Shannon et Weiner. Alors, initialement, le processus de communication se présentait ainsi. On avait un émetteur qui envoie un message à un récepteur. Alors, cet émetteur pourra être par exemple un manager qui va donner des consignes à un employé, donc il sera le récepteur, et le processus s'arrêtera ici. Ces chercheurs ont vu utile d'ajouter un autre élément essentiel à ce processus qu'on appelle la rétroaction, ou bien le feedback en anglais, ou bien le retour d'information. Donc, nous allons reprendre le même schéma. Donc, nous avons le manager qui va donner des consignes à son employé. Donc, émetteur va envoyer message à son récepteur. Donc, cet employé, il va agir aux consignes de son manager à travers une rétroaction qu'on a appelée feedback ou retour d'information. Et c'est par rapport à ce feedback que le manager saura que son employé a bien
compris et appliqué les consignes. Et donc, à la même époque, Harold Laswell décrivait ce champ de la communication par la formulation de 5 questions. Qui dit quoi? À qui? Par quel canal? Avec quel effet? Alors qui ici, il fait référence à l'émetteur, dit quoi? C'est le message, à qui c'est le récepteur, par quel canal, donc ici c'est le moyen qu'on va utiliser pour transmettre notre message, avec quel effet. Donc si nous reprenons le même exemple, donc qui c'est le manager, dit quoi? C'est les consignes qui a donné à son employé ou bien à ses employés, à qui c'est le récepteur, c'est employé, par quel canal, donc c'est le moyen qu'il a, ou bien la technologie qu'il a utilisée pour transmettre son message, donc soit par l'utilisation d'une technique de communication, un coup de téléphone, ou bien un envoi d'email, ou bien sur place, ou bien face à face, de vive voix. Avec quel effet? Donc l'effet, c'est la réaction de l'employé par rapport aux consignes reçues. Alors cette formulation est souvent présentée comme le schéma des 5 W. Donc c'est-à-dire who says, what thought, what channel, to whom, with what effects. Ceci dit, cette formule des 5 W est insuffisante. Pourquoi? Parce qu'elle oublie au moins 3 questions. D'abord le où, c'est-à-dire le lieu où s'est effectuée la communication, ou bien où va-t-elle s'effectuer. Ensuite, nous avons le quand, c'est-à-dire le temps. Quand est-ce que va-t-elle s'effectuer ou quand est-ce qu'elle s'est effectuée. Et donc, le lieu et le moment de l'émission, de la réception, influent fortement sur le message. Alors, reprenons l'exemple de tout à l'heure. Un manager qui envoie un mail à son employé le soir vers le tard, disons vers minuit, pour lui donner des consignes pour le travail de demain. Donc ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, un manager qui part sur place, par exemple à 10 heures dans l'entreprise, donner des consignes pour réaliser une tâche sur place. Donc ce sont deux exemples qui vont avoir deux résultats différents. En effet, la perception du message que va avoir le premier employé est totalement différente de l'autre. De même que les résultats. Possible que le premier employé, étant fatigué, aurait mal compris les consignes, ou bien il aurait compris une partie des consignes, etc. D'où la nécessité ou d'où l'importance de bien choisir le lieu et le moment d'émettre le message et prendre en considération aussi la réception du message. Par exemple, si on veut informer le personnel pour la tenue d'une telle ou telle réunion, on est obligé de prendre en considération le temps où ils vont réceptionner le message. Donc déjà, pour informer sur une date de réunion, il faut en moyenne une semaine ou bien 10 jours à l'avance, le temps que le personnel ou les personnes concernées réceptionnent le message et l'enregistrent. Pourquoi est un troisième élément qui a été oublié par la fameuse formule des 5 W? C'est pourtant la question centrale. En effet, quel est l'objectif de la communication? Donc, on ne peut pas concevoir une communication sans au préalable avoir défini son objectif. Et donc, pourquoi? Parce que le choix du contenu du message et du canal de communication dépendent de l'objectif de communication. Donc, c'est par rapport à cet objectif de communication que je vais choisir le contenu et que je vais choisir mon canal ou bien de la technologie de communication à travers laquelle je veux transmettre mon message. De même, les faits voire le feedback ne peut être mesuré que par référence à l'objectif initial. Donc si j'avais pas un objectif de communication initial, je ne pourrais pas mesurer l'impact de ma communication sur le récepteur. Donc, pour illustrer notre propos, je vous propose ce système de communication qui est en fait identique à tous les secteurs. On le retrouve notamment dans le secteur militaire, des télécommunications, secteur informatique, médical, pharmaceutique et autres. Alors,
Ce système de communication se compose des éléments suivants. Nous avons d'abord la source, c'est l'émetteur. Donc cette source a besoin d'un objectif de communication pour qu'elle puisse définir le contenu de son message et choisir par ailleurs les différents canaux de communication à travers lesquels elle veut transmettre son message. Alors une fois l'objectif défini, cette source pourra directement définir son contenu de message et choisir une technologie ou plusieurs technologies pour transmettre son message. Le message sera reçu par le récepteur, il va le décoder selon un code commun aux deux parties, puis il va réagir au message à travers un feedback. Alors ce feedback, c'est la rétroaction ou le retour d'information. C'est par rapport à ceci que l'émetteur pourra mesurer l'impact de son message sur le récepteur. Nous avons plus dans ce système, donc si vous remarquez des taches bleues, c'est ce qu'on a appelé des bruits ou bien des parasites. Alors qu'est-ce qu'un bruit ou bien qu'est-ce qu'un parasite de communication? Donc c'est tout ce qui entrave ou tout ce qui empêche ou tout ce qui réduit la bonne circulation du message, tout ce qui gêne la circulation des messages dans l'entreprise. Par exemple, un défaut de paramétrage d'un outil de communication, une panne d'électricité qui va empêcher l'envoi d'emails de masse par exemple, ou bien carrément un bruit de machine, un défaut de réglage de téléphone, d'un écouteur, une erreur d'impression, ou bien un paragraphe illisible, etc. Donc tout ceci sont considérés comme étant des bruits de communication. Et la mission du manager ou du responsable de communication est de réduire au maximum ces bruits ou ces parasites. Car ces bruits, on ne peut pas les éliminer à 100%, mais on peut réduire leur intensité. Au total, quatre paramètres sont à considérer. D'abord, les interlocuteurs de la communication, c'est ce qu'on a appelé émetteurs et récepteurs. Ensuite, nous avons les canaux de transmission des messages, ce qu'on a appelé vecteurs de communication ou bien circuits de diffusion des informations. Ensuite, troisièmement, le message. Donc ici, on doit prendre en compte le contenu, le signifiant ainsi que le signifié du message. Et enfin, le contexte dans lequel cette communication s'inscrit, c'est ce qu'on a appelé le lieu, le moment, ainsi que les objectifs de communication. On peut ainsi analyser la réalisation de ce processus en se posant les questions suivantes. Qui? C'est l'émetteur. Il peut être un individu, un groupe d'individus ou une institution à partir duquel va s'effectuer l'émission d'un message. A dit quoi l'émetteur au récepteur? C'est le message transmis à l'aide d'un code et d'un système de signes commun aux deux parties. Par quel moyen? C'est le canal. C'est la voie qui va assurer la diffusion et la circulation du message. Donc nous comprenons ici que le moyen de communication ou bien le canal de communication jouera deux rôles. D'abord, il jouera un rôle dans la diffusion du message et ensuite dans la circulation du message. Ou c'est le contexte, c'est le lieu, le climat interne, la circonstance, les conditions de l'émission et de la réception des messages, etc. Le pourquoi, ce sont les objectifs de notre communication. Nous avons précisé qu'ils sont très importants et essentiels à définir au préalable. À qui? C'est le récepteur, c'est celui qui va recevoir le message. Donc, il peut être un individu ou bien un groupe d'individus ou une institution qui va décoder le message et qui va ensuite répondre. Et cette réaction du récepteur nous donne le feedback ou bien la rétroaction, voire le retour d'information. Et l'intérêt de ce feedback ou bien de cette rétroaction, c'est qu'elle permet de générer une dynamique communicationnelle dans l'entreprise, notamment entre émetteurs et récepteurs. Donc, afin que vous puissiez assimiler plus cette notion de feedback, je vous propose cette définition de Hugues Autier qui va vous permettre d'appréhender cette notion indispensable à cet acte de communication.
Et donc, je cite, la communication est un de ces actes par lequel un organisme déclenche le comportement d'un autre. Et donc, l'action de communication implique ainsi des interlocuteurs, c'est ce qu'on a appelé émetteurs et récepteurs, les objectifs, dits objectifs de communication. Donc, on ne peut pas concevoir un processus ou bien une communication sans objectif de communication. Des moyens, donc c'est les canaux de communication, c'est les techniques de communication, ou bien c'est le voie utilisée, bien choisie par l'émetteur pour effectuer ou bien pour faire passer son message. Et enfin, nous avons les effets qu'on a appelés feedback ou bien la rétroaction ou bien le retour d'information. Ces effets permettront à l'émetteur d'évaluer l'impact de son message sur le récepteur ou les récepteurs. Ceci dit, deux observations majeures sont à retenir. D'abord, nous avons la séparation message-canal. En effet, le choix du canal de diffusion va exercer une influence majeure sur la réception du message. Par exemple, pour annoncer la tenue d'une réunion extraordinaire, faire un envoi par mail est une mauvaise solution. Appeler directement les personnes concernées par cette réunion extraordinaire est une très bonne solution. Plus encore, se déplacer sur le lieu de travail ou bien au bureau des personnes concernées, c'est la meilleure solution. Donc, voyez-vous, il y a une relation étroite entre le message et le canal ou bien et la voix qu'on veut utiliser pour transmettre le message. En second, nous avons la signification d'un message doit faire l'objet d'un grand attention. En effet, le message qu'on va émettre doit être analysé avant qu'il soit transmis. Alors ce message, il a bien sûr un contenu, donc on doit analyser et prendre en compte la signification du message, le signifié et le signifiant. Ensuite, on devra considérer la forme du message qu'on va émettre. En effet, la rédaction d'un message et le style et le ton. Alors là, ici, le ton, le T-O-N, hein, le ton qu'on va utiliser pour émettre notre message diffère d'une technique de communication à une autre. En effet, le style rédactionnel d'une note d'information diffère du style rédactionnel d'un affichage, d'un email, etc. Donc, on doit considérer toujours le contenu et la forme du message avant chaque envoi. En communication individuelle, on va distinguer quatre niveaux dans le mécanisme de la transmission des messages. Nous avons d'abord ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis et enfin ce que l'interlocuteur comprend. Et cet interlocuteur comprend, c'est le récepteur, la compréhension du message de l'interlocuteur dépendra déjà de la relation qui existe entre lui et le récepteur. Donc il pourra soit comprendre ce que l'émetteur pense, ce que l'émetteur veut dire et ce que l'émetteur va dire. Donc ça dépendra de la relation, du lien qui existe entre l'émetteur et le récepteur. Cette première partie du cours est terminée. On se verra donc à la prochaine vidéo du cours, partie 2.